Bonsoir tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette chronique hebdomadaire avec Monsieur Jacob Cohen, qui a lieu exceptionnellement, bien sûr, ce soir, vendredi 9 février. Monsieur Cohen, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, ravi de vous voir ce soir pour parler un petit peu d'un sujet que vous avez choisi, un petit peu donc la politique en France depuis les événements du 7 octobre justement, donc il y a eu quelque chose qui s'est passé tout récemment suite à l'hommage aux Invalides. Je voudrais vous montrer une ou deux vidéos, une courte vidéo. On les commentera et puis derrière, je vous laisserai développer sur le sujet. Oui. Alors, je salue tout le monde sur les autres plateformes. Hein. Bien sûr, on est sur TikTok, YouTube, Facebook, Twitch, des lives. Voilà, n'hésitez pas, les amis, à partager. Et pour celles et ceux qui veulent interagir, comme d'habitude, je vous mets le lien dans le chat. Et voilà, vous pourrez monter parler. C'est parti. Alors, LFI, le Hamas vous dit merci. 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 Qu'avez-vous? Oui! Sortez-les! Monsieur Mélenchon, vous êtes pro-arabe et vous êtes pro-Hamas. Libérez nos otages. Mon Dieu, c'est une honte ce qui s'est passé en Israël. C'est une deuxième Shoah que nous avons vécue et que nous vivons. Libérez nos otages. À la seconde vidéo. Du Rassemblement national et voilà donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire monsieur Cohen donc sur ces deux courtes vidéos déjà? Oui. Non, ce qui frappe, c'est la soumission du monde occidental en général et de la France en particulier au narratif sioniste. Je veux dire, la France a perdu tous ses repères et tous ses principes. C'est, comment dire, c'est couché devant le sionisme, à rampe devant les Netanyahou, devant le CRIF. Je veux dire, au point où on pourchasse, je veux dire, tous ceux qui expriment une opinion divergente. On interdit des conférences, on interdit des manifestations pacifiques, on exclut des joueurs de foot. On a fait démissionner une basketteuse qu'on avait invitée à faire partie du personnel des Jeux de JO à Paris. Une basketteuse française, Gomis, elle s'appelait. J'ai oublié son prénom. Bref, il y a vraiment une chasse aux sorcières. On dirait que la France a oublié le siècle des Lumières, a oublié le combat contre l'intolérance. C'est juste c'est un vent de folie qui a saisi l'Europe et en général et la France en particulier. C'est presque, je ne sais pas, à la limite, bon, la France a souvent montré
une sympathie particulière pour Israël, a montré même, elle a penché la balance du côté israélien. Bon, c'est connu, c'est un fait, mais la France a toujours su garder un minimum, je dirais même pas d'équilibre, un minimum de pudeur, un minimum de bienséance, un minimum d'intégrité. Je ne sais pas, je veux dire, lorsque dans quelques années on regardera ces vidéos, on aura honte d'un pays comme la France qui a muselé des universitaires, des politiques, des joueurs de foot, des avocats, des syndicalistes. On a vraiment chassé même pas le pro-palestinien, à la limite. On a pourchassé celui qui défendait juste un cessez-le-feu, par exemple. Même défendre un cessez-le-feu était devenu une espèce d'hystérie. Et évidemment, tout ça a été fait avec la bénédiction, parce que ces choses-là ne viennent pas comme ça, comme on dit en ex nihilo, c'est-à-dire c'est la formule pour dire ça sort comme ça de nulle part. Ça a été construit, des instructions ont été données en haut lieu, et des instructions très sévères, très dures. Rappelez-vous ce qu'on a vécu avec la pandémie, où le moindre mot était traqué. Et on a vécu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, il y a dû avoir des instructions en haut lieu, en très haut lieu, je ne peux pas savoir, pour dire attention, mobilisons toutes les forces pour combattre la moindre tentative d'exprimer une opinion, un souci humanitaire. Enfin, c'est juste une hystérie qui a saisi la classe politique, médiatique française. Alors, bon, c'est vraiment pas l'honneur de la société française de tomber aussi bas et de donner la parole. On a vu, par exemple, j'ai posté il y a 2 jours, on a vu des aberrations se dire à la télévision, et devant des journalistes qui restent quoi? Qui restent pétrifiés parce qu'ils n'osent pas. Et je veux dire, probablement, ils se disent, ouais, quand même, là, il y a un peu d'exagération, peut-être, mais ils n'osent même pas poser la question, de peur d'être taxés éventuellement, enfin, comment dire, même pas d'antisémitisme, d'un soupçon. Et quand on atteint un tel niveau de lâcheté, de soumission, il y a une journaliste, enfin une journaliste, je ne sais pas si elle est journaliste, en tout cas, d'après son nom, elle est judéo, enfin elle est nord-africaine, Ifra, elle s'appelle, dire qu'on a trouvé chez une otage 67 spermes différents, d'hommes différents. Non, mais attendez, enfin, je veux dire, demandez ça à n'importe quel. Enfin, je veux dire, je ne suis pas scientifique, mais je veux dire, est-ce qu'on imagine des gens en train de mettre des tubes pour récolter le sperme et les séparer en 67 différents pour voir. Et les journalistes qui l'entendaient étaient là. C'est ça la gueule, leur gueule de lâches, de pétrifiés, de connards. Enfin, je veux dire, la France médiatique et politique a atteint un niveau d'une bassesse inouïe. Enfin, vraiment que cette civilisation disparaisse. Vous savez, moi, personnellement, j'en sais rien, moi, mais je veux dire, dans l'état de déliquescence
que la société française a atteint. Le niveau de déliquescence, de lâcheté, on l'a déjà vu avec la pandémie, mais là, de bêtises, de conneries, de lâcheté, de soumission, je veux dire, de trouille. Ils n'osent même pas dire, s'il vous plaît, peut-être que non, vous ne pensez pas que. Non, enfin, c'est ça la société française à laquelle on est arrivé. Mais bon Dieu, mais que Macron, enfin, mais que l'élite, que cette élite pourrie qui nous gouverne, mais qu'elle achève le travail, bon Dieu. Ben, je veux dire qu'on renaisse autrement. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette société? Encore, je me retiens pour ne pas dire certains mots. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour renaître? C'est pas possible. On ne peut pas reconstruire d'un tel niveau de débilité, de lâcheté, de soumission. Et je crois que, vous savez, les gens, par exemple, se disent « Oh là là, Attal, le gouvernement, ceci, cela, la corruption. » Mais on n'a que ce qu'on mérite. Vous savez, c'est pas, il faut pas rêver. Hein. Et d'ailleurs, la dernière fois, je vous ai dit que peut-être 90% expriment leur sympathie pour les agriculteurs, mais en juin, les Français iront voter comme ils le font habituellement. Voilà. Et donc, bon, c'est un constat, malheureusement. Je pensais qu'on avait atteint le fond avec le Covid et sa suite. Je n'ose même pas. Il y a quelqu'un qui m'avait dit le nom là de le suprême de carotte. Voilà. Je pensais qu'on avait atteint le fond quand on a vu des journalistes traiter des scientifiques de renom, les numéros 1 et 2 mondiaux de charlatans. Je veux dire, vous imaginez un Patrick Cohen, un journaliste, un journaleux, qui n'a même pas un bac scientifique, enfin, il a peut-être un bac littéraire, mais qui ne sait même pas rien de la science, traiter Raoult de charlatan. Enfin, je veux dire, et le prix Nobel de médecine, comment il s'appelle, celui qui est mort en 2022, qui avait découvert le virus de. Professeur Montagnier. Voilà. Enfin, je veux dire, moi je pensais qu'on avait vraiment atteint le niveau zéro, mais là on creuse. Là, c'est sur un autre plan. Et cette hystérie de, comment dire, et les filles sauvent un peu l'honneur de la politique, des politiques français. Je veux dire, bon, ils font un petit peu, mais ces cris, mais on dirait les rues des nazis à Berlin qui crient contre les juifs. Vous avez vu cette hystérique, cette haine, ces cris. Enfin, mais on dirait vraiment l'Allemagne nazie qui crie contre les juifs, contre les socialistes, etc. Enfin, voilà, je voulais faire ce constat. C'est très regrettable. Enfin, c'est malheureusement notre pays est arrivé à ce niveau-là. C'est pas, comment dire, on glisse, c'est une lente glissade vers le néant. Et j'ai l'impression que c'est irrésistible et j'ai l'impression qu'on n'a encore rien vu. Donc, on attend de voir la suite. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, avant de continuer, n'hésitez pas pour celles et ceux qui veulent interagir, comme je l'ai dit, que ce soit sur TikTok ou sur les autres plateformes, je vous ai mis le lien. Alors, bonsoir à tous, bonsoir aux arrivants. Et je voulais réagir à un commentaire, Monsieur Cohen, là, Oui. qui est assez intéressant dans le sens où il y a bien quelque chose qui se passe depuis des années en France. Voilà, je vais vous le mettre, comme ça vous le voyez. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut dire par ce ne sont pas les vrais Français. Non, je suis désolé. Macron est un vrai Français. Attal est un vrai Français.
Bayrou est un vrai Français. Enfin, je ne sais pas, je peux citer des tas de noms que ça veut dire des vrais Français. Ce sont des vrais Français qui salopent. Voilà, je regrette. Hollande est un vrai Français, Sarkozy est un vrai Français. Depuis 20 ans au moins, vous savez, il y a quelqu'un que j'aime bien, enfin, je crois que c'est, comment il s'appelle, enfin, je ne sais pas, je me souviens plus qui a dit, je crois que c'est, bon, le nom me reviendra, enfin, le nom qu'il utilise à Facebook. Il dit, écoutez, qui est à la tête des ministères d'éducation, qui est à la tête des radios, qui est au Conseil des ministres, qui est au Parlement? Est-ce que ce sont des musulmans? Non. Donc, pourquoi vous mettez toujours comment dire, la faute sur des gens qui n'ont aucun pouvoir, qu'on ne voit jamais, qui n'y sont pour rien? Donc, non, on a affaire à des Français. Que les Français se vendent à des intérêts américains, à des intérêts sionistes, etc. Bon, ça c'est une autre chose. Mais ce sont des Français, je regrette. Je veux dire, on a une classe politique qui est pourrie. Une classe politique, regardez par exemple, on a le Canard a révélé que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ferrand, a touché du fric pour casser la baraque à ceux qui luttaient contre comment dire, les conseillers étrangers, enfin vous savez, les McKinsey, etc. Voilà. Donc, qui a vendu Alstom aux Américains? Je veux dire, ce sont des Français, je regrette, nés de Français, etc. Si Elisabeth, enfin c'est elle qui a fait le commentaire, si Elisabeth pense à des judéo-sionistes qu'elle ne considérait pas comme français, par exemple, ok, c'est possible, mais ils sont très minoritaires. C'est-à-dire que, je veux dire, si on prend un gouvernement, l'Assemblée nationale, les directeurs des médias, des journaux, Lagardère, comment elle s'appelle, Bouygues, enfin, ce sont des familles françaises, Auchan, etc. Donc, non, je regrette. C'est malheureusement une société française qui est en train de perdre les pédales. Voilà. Pour toutes sortes de raisons. Enfin, je veux dire, je pense que ce n'est pas le lieu de le dire ici. Probablement parce que il y a eu, comment dire, on a tout fait pour abrutir les Français à l'école, les services publics, etc. Il y a des intérêts américains, multinationaux qui sont venus et puis qui ont fait pression. Donc, mais c'est malheureusement la classe politique à 90% française. En tout cas, ce ne sont pas les musulmans, ça c'est sûr, parce qu'on les voit nulle part. Ils n'ont aucune responsabilité d'aucune sorte dans aucun domaine important. Voilà. Et il est vrai, les Juifs occupent certaines positions, mais ils restent quand même, mais ils sont 1%, même s'ils occupent 10%, 15%, ils restent quand même 85% aux mains des Français, enfin de souche, si on veut. Donc non, je regrette. Regardez les chefs syndicalistes, par exemple, qui dirigent les syndicats. Ah, ce sont des Français quand même. Enfin, je veux dire de bons Français, enfin des Français, voilà. Tous les chefs syndicaux sont français. Voilà. Donc, je suis désolé, il faut assumer, il faut regarder les choses en face. Nous avons une classe politique, médiatique, économique, universitaire, qui est en train de sombrer. On l'a vu d'ailleurs avec les injections. Regardez comment cette classe s'est montrée lâche. Enfin, regardez le comportement des médecins, etc., des universitaires. Donc, on a déjà préparé le terrain. Bon, c'est pas le lieu ici de chercher les raisons, mais en tout cas, le constat est là.
Voilà. Qu'on le veuille ou non, qu'on le refuse ou non, les constats et là, les faits sont têtus, ils sont là, et malheureusement, on ne peut pas échapper à ce constat. Et oui, effectivement, les musulmans ne sont pas aux commandes, donc pas responsables. Alors, on a humain, non, être vivant, pardon. Excuse-moi, tu veux interagir? Je vais continuer un peu écouter M. Cohen de ce qu'il dit. Et juste après, j'interviendrai parce que je pense qu'il a dit une bêtise. Après, moi, c'est mon point de vue avec un peu de recul. Mais je pense qu'il a dit une petite bêtise, mais je veux bien. Tu peux le rectifier tout de suite, il t'écoute si tu veux. Hein. Alors, attendez, parce que j'ai mon petit que je garde et en même temps, je vais appeler maman pour qu'elle puisse. Alors attends, en attendant, tiens, il y a une question dans le chat que je vais poser à M. Cohen. Comment expliquez-vous ce virage Sion depuis Sarko SVP, M. Cohen? Eh bien, parce qu'on a eu affaire à des hommes politiques. Sarkozy était, comment dire, vous savez, c'est venu, et d'abord l'influence américaine, l'influence européenne, l'Union européenne, dans laquelle la France a accepté de se dissoudre, d'abandonner sa souveraineté, d'abandonner ce qui faisait sa marque de fabrique, son indépendance, etc. Vous savez, l'Union européenne, elle a été créée par les États-Unis, par l'Empire américain, pour justement diluer la force européenne, la force des pays européens, créer un ensemble le plus grand possible et où il n'y a plus d'expression étatique, nationaliste ou nationale indépendante. Et donc, on a remarqué que l'Union européenne, on le voit par exemple en Ukraine pour le Covid, etc., ou bien pour le contrôle des réseaux sociaux, les commandes à Pfizer. Donc, tout ça font partie, ou l'Ukraine, je ne sais pas si je l'ai cité. Donc, on a assisté à un processus, et la classe politique, par exemple, il est probable que, finalement, par exemple, mettons à partir de Sarkozy, on peut dire, il y a deux éléments. D'abord, il avait une fascination pour l'Amérique. Donc déjà, le terrain était préparé, d'une part. Et deuxièmement, il y a le chantage. C'est-à-dire qu'on n'a plus affaire à des dirigeants politiques capables de résister. On leur dit, voilà, si vous n'obéissez pas, eh ben il va y avoir des représailles. Regardez par exemple, regardez ce que les Américains, je ne sais pas si les auditeurs connaissent la BNP, par exemple. La BNP a eu une amende de 9 milliards de dollars, 9 milliards de dollars imposés par l'Amérique pour soi-disant une corruption, parce qu'elle a utilisé les dollars, il y a eu une affaire de corruption, etc. Bon. Donc, Alstom, pourquoi il a été vendu? Parce qu'on a pris un dirigeant français et on l'a gardé en prison pendant 2 ans. Bon, voilà. Donc, il y a des formes d'oppression, de chantage auxquelles la classe politique française n'a pas, excusez-moi l'expression, les couilles de résister, n'a pas le courage de résister. Voilà. Soit elle n'a pas les moyens, soit elle n'a pas le courage, et donc on assiste à l'effondrement de cette classe politique. Donc quand on leur dit n'achetez pas le gaz chez les Russes, même si vous allez écraser vos peuples, etc., ben, tant pis pour vous. On vous donne l'ordre, et ben, vous allez suivre cet ordre. Et donc on a assisté depuis 20 ans à peu près à cette perte de l'identité, de l'identité, c'est une fausse identité européenne, de l'indépendance européenne, de cette soumission à l'Amérique. Et c'est ce qui explique la dérive actuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment d'État. Vous savez, Merkel, par exemple, c'est elle qui s'est battue pour avoir le Nord Stream 1 et 2. Donc, c'était vraiment une femme politique qui avait
conscience des intérêts économiques de l'Allemagne. Donc, elle s'est battue, elle a résisté à toutes les pressions pour que pour qu'il y ait, enfin, moi je me souviens encore, jusqu'au dernier jour, les États-Unis ont fait pression pour que Nord Stream 2 n'entre pas en fonction. Et Merkel avait résisté, elle a dit, il rentrera en fonction. Bon. Et donc, mais l'évolution des choses, etc., ont fait que aujourd'hui, le nouveau chancelier, il est complètement à la ramasse. Donc, et toute l'Europe est comme ça. Donc, finalement, c'est ce qui explique aucun pays n'a la possibilité de résister. Vous savez, quand on a 3 000 milliards de dettes en France, ben, c'est pas évident. Quand c'est BlackRock, Vanguard qui contrôlent votre dette et qui peuvent, juste en augmentant le taux d'intérêt de 1 ou 2%, vous mettre dans la mouise, voilà. Et puis, on n'a pas préparé les nations européennes à résister. Voilà. Nous sommes dans une civilisation de loisirs. On se marre, on fait la fête LGBT, le mois. Avant, c'était une journée LGBT, maintenant c'est un mois. Et puis, on fait des courses, et puis on est bien. Enfin, ce sont plus des sociétés de combat, d'effort. Ce sont des sociétés. C'est un peu comme, vous savez, les Romains à la fin de leur civilisation. C'est des jeux, comment dire, du pain et des jeux. Voilà. Et donc, ce sont des sociétés qui ne sont plus en état de se battre. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu dans tout ça à la question. Très bien, merci M. Cohen. Je vais redonner la parole à Être Vivant qui peut peut-être voilà, débloquer son micro s'il est disponible. Oui, j'attendais que voilà. Tu me donnes le feu vert. Alors, je pense que M. Cohen, vous avez dit des choses qui, pour beaucoup, peuvent plaire, mais moi, je vais prendre... Alors, tous mes propos, je n'incorpore aucune religion, il faut bien se mettre d'accord. Je n'incorporerai aucune religion. On va prendre le cas de la France, qui est, pour moi, un pouvoir privé et plus un pouvoir public. Le pouvoir public, grâce à quoi, le pouvoir privé, grâce à quoi il a du pétrole, grâce au pays arabe. Donc, quand on nous dit que les pays orientaux n'ont pas un impact sur la France, si. Parce que si les pays orientaux arrêtent de nous livrer du pétrole, au revoir, ciao, bonsoir. Il n'y a plus rien en France. Ensuite, il faut se mettre d'accord. Ce pouvoir privé français, parce que ce n'est plus un pouvoir public, ce ne sont que les Américains qui font la pluie et le beau temps en France. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, et c'est ça le plus important. Tout à l'heure, vous parliez de ce qui s'est passé en 39-45. Je tiens à vous rappeler qu'en ce moment, là où on parle, il y a bien plus pire. Il y a bien plus pire que ce qu'il y a eu en 39-45. Sauf qu'on a persuadé les gens que c'était une normalité de ce qui se passait en ce moment. Mais il y a, en 39-45, ce qui se passait, c'était abominable. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est encore plus abominable. Encore plus, parce que nous avons un pouvoir privé qu'on appelle le gouvernement français qui se permet de revendre tout et n'importe quoi en France, qui se permet en plus de ça de faire racheter une dette que ce pays France a, tous les continents du monde, finalité d'histoire. Nous sommes dans la merde. À cause de quoi? À cause d'une victimisation de 39-45. Victimisation de beaucoup de choses. Mais à l'heure où on parle, là, qui subit toutes les conneries de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre? Parce que la plupart des territoires en France sont rachetés par qui? Par les Anglais. Tout ce qui est commerce, eh bien, l'OTAN se donne autant le droit de nous dire de fermer notre gueule. Ensuite, je pense que dans le chat, il y a des gens qui seront d'accord avec moi.
Et moi, en tout cas, je suis d'accord de ce que je dis. Il y a une bonne proportion de gens qui se retrouvent au gouvernement français, et désolé de le dire, qui sont israélites. Ils prônent exactement ce que redoutaient certaines personnes en 39-45. Et ils le prônent maintenant parce qu'ils ont quoi? Ils ont l'argent, la structure, ils ont on va dire, tout ce qu'il faut, voilà, pour mettre chaque pays dans la merde. Et ensuite nous faire dire que c'est pas grave. Aujourd'hui, nous ne sommes plus gouvernés par, on va dire, les habitants. Enfin, on n'a pas une structuration par les habitants en France, on a une structuration par le pays israélite. Et le pays israélite, moi je le dis, j'en ai ras-le-bol, parce que quand je vois Madame Borne qui nous dit, et je finirai là-dessus, qui nous dit, c'est ma communauté et je la soutiendrai jusqu'au bout. Ça veut tout dire. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, M. Cohen, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de victimiser ce qui s'est passé en 1945, parce que ce qui se passe en ce moment, il y a autant, que ce soit dans n'importe quel pays, des enfants qui meurent, des femmes qui meurent, des vieux qui meurent, et ça fait beaucoup plus de morts qu'en 1945. Beaucoup plus de morts. Mais par contre, c'est dispatché dans le monde entier. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, parce qu'à un moment donné, il faut remettre la raison à la raison et arrêter de parler de religion. Arrêter de dire que la religion, machin, bidule. Ce sont les gens qui sont fous. Ce sont les gens qui se permettent, parce qu'ils ont un peu d'argent, une logistique parfaite pour payer des pédocriminels, pour payer des corrompus, pour payer une justice, pour payer des patrons qui sont du quinquennat, qui sont du CAC 40, qui sont des multinationales pour faire n'importe quoi, mettre des gens dehors, pauvres, et les laisser crever de faim. Il n'y a pas besoin de religion. Mais il y a simplement un bon sens à avoir. C'est de repérer tous ces fous et de les mettre hors d'état de nuire. Et quand je dis tous ces fous, ben ça peut être un blanc, un black, un rebeu, tout ce que vous voulez. Tout le monde est concerné. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, parce que ça me met en colère d'entendre des conneries parler. Merci, désolé de m'avoir entendu comme ça. Merci à toi. Monsieur Cohen, vous voulez rebondir? Non, d'abord, enfin, je prends les auditeurs à témoin, je ne sais pas, mais je ne crois pas avoir parlé de 39-45. Je regrette. Et s'il y a quelqu'un, enfin, je veux dire, dans la victimisation, enfin, et plutôt aux antipodes de mes préoccupations, je crois que, enfin, d'après tous les posts que je mets sur Telegram et VK, et même j'ai eu maille à partir avec certains trucs que j'ai mis sur Twitter, j'étais même convoqué à la police pour ça. Donc, on ne peut pas m'accuser à moi, je suis désolé, hein, vraiment, de chercher, de mettre la victimisation en premier. Alors là, vraiment, c'est un procès c'est mauvaise intention. Bon. Premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas du tout parlé de 39-45, et ni de cette période, ni de rien du tout. Tout à l'heure, quand j'ai dit que cette femme me rappelait les nazis, et j'ai bien dit à Berlin. Il y a des images, vous savez, quand les nazis défilaient, quand Hitler défilait, etc., il y avait il y avait des spectateurs, enfin des manifestants, qui criaient comme ça leur haine, mais leur haine du juif, leur haine du bolchevique, etc. Donc, c'est cette hystérie que j'ai voulu mettre en parallèle. Bon. Et donc, bon, ça étant dit, je voudrais arriver à la chose suivante. Vous savez, je n'ai pas écrit le printemps des Sayanim pour rien quand même. Donc, je suis probablement le premier à avoir utilisé ce terme, à avoir dénoncé la pénétration, l'influence néfaste, pernicieuse de ces gens dans le système. Mais il faut dire une chose, c'est que la classe politique, médiatique, économique française, chrétienne, je m'en fiche
elle est chrétienne. Ou en tout cas, même si elle est athée, elle est d'origine chrétienne. Voilà, je suis désolé. Eh bien, elle s'est laissée influencer. C'est pas de ma faute, moi, si quand Goldnadel vient et il leur dit allez, on va se mettre derrière Israël, et toute la droite, enfin toute la droite, une bonne partie de la droite française, catholique, nationaliste, identitaire, se met avec lui, eh bien, je suis désolé, la faute n'est pas celle de Goldnadel. Non, la faute est de ces Français de souche, quelle que soit leur religion. Enfin, quelle que soit leur religion. Tout à l'heure, je voulais clarifier comment dire, le commentaire d'Elisabeth qui m'avait dit, qui avait écrit, qui est encore là, ce ne sont pas les vrais Français qui dégueulassent tout. Bon. Donc, en général, quand on dit une chose comme ça, c'est qu'on sous-entend quelque chose. Et vous l'avez dit, mais je regrette, ne serait-ce que par le nombre. Si vous faites une étude du patronat français, des syndicats français, des médias français, etc., le pourcentage des juifs qui est de 1% dans la société, il peut atteindre 10, 15, 20% maximum quand même, il ne faut pas déconner. Je veux dire, sinon, ils ne sont pas 95%. Donc, le problème, il faut le reconnaître, c'est que les Français de souche se laissent berner par cette minorité. Eh bien, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la faute à qui? C'est la faute à ceux qui bernent ou à ceux qui sont bernés? Voilà. Il n'y a qu'à ne pas se laisser berner. Voilà. Alors, voilà. Ça, l'autre question. Oui, il y avait deux intervenants sur TikTok. Alors, par contre, on ne va pas t'entendre comme il faut. Il y a du bruit autour de toi. Là, vous m'entendez bien? On t'entend, mais c'est un peu bruyant quand même. Alors, vas-y, essaye d'être court et concis pour que M. Cohen te comprenne si tu veux interagir. Là, vous m'entendez bien ou pas là? On t'entend, mais c'est bruyant autour de toi. Moi, j'entends rien. Donc, vous me reproduirez la question, s'il vous plaît. Voilà. Bon, je vais donner la parole à Vladimir Poutine qui est avec nous. Vas-y. Le vrai? Tu nous écoutes, tu n'as pas d'interaction, tu ne veux pas… D'accord, très bien. Alors, en attendant qu'il revienne, notre interlocuteur, Monsieur Cohen, moi j'avais une question pour revenir sur la première vidéo qu'on a, du moins la vidéo qu'on a vue tout à l'heure que je vous ai montrée, où on entend une dame dire c'est une deuxième Shoah que l'on vit aujourd'hui, en parlant bien sûr d'Israël. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette dame qui… Non, mais la Shoah, on la sert à toutes les choses. D'abord, on sait enfin, ok, il paraît qu'il y a eu 1300, 1400 morts le 7 octobre, d'accord. Mais combien sont morts sous les balles israéliennes? Au moins le tiers des morts, on a vu les dévastations des maisons, des voitures calcinées, broyées. Ce ne sont pas les mitrailleuses, les mitraillettes du Hamas qui ont pu faire ça. On le sait, il y a des témoignages d'Israéliens. Donc, on a envie, on a construit un narratif. Comme quoi, ok, mais il y en a marre avec cette référence à la Shoah. Ça suffit, quoi. Enfin, je veux dire, ok, mais il y a eu, mettons, le Hamas aurait pu tuer 700, 800 Israéliens. Parce qu'il y a au moins la moitié qui a été tuée par les services de sécurité israéliens. Enfin, la Shoah, enfin, je veux dire, mais qu'est-ce qu'on va dire des autres peuples qui se font massacrer par… Pourquoi il n'y aurait pas un holocauste? Pourquoi on ne parle pas de l'holocauste palestinien? Ça, c'est un holocauste. Vous savez, il y a des témoignages de juifs qui ont vécu la Shoah, les camps de concentration. Moi, j'ai vu, entendu des témoignages des gens qui ont connu les camps de concentration et qui ont connu et qui ont dit ça nous rappelle comment les nazis nous ont traités. Enfin, je veux dire, regardez les vidéos qu'il y a en Cisjordanie, même pas aller à Gaza. Regardez les tueries, les règlements de compte.
je veux dire, là, c'est dommage. Vous savez, moi, je regrette une chose, c'est que le pouvoir médiatique, il est entre leurs mains. Voilà, grosso modo, d'accord. Bon, ce sont eux qui façonnent. Vous savez de qui je vais parler. Bon, eh bien, moi, ce que je regrette, c'est que de l'autre côté, on ne sache pas. Bon, mais je ne vais pas développer parce que je tourne quelquefois autour de ce thème. C'est qu'on est dans une position défensive et on ne sait pas, on n'a pas vraiment le courage, l'audace de prendre les devants et de dire le peuple de Gaza, il vit un holocauste. Voilà. Et oui, c'est un constat réel parce que même si il y a eu un attentat ce jour-là et que bah, derrière les 27 000 ou 28 000 morts palestiniens, ça ne justifie pas forcément tout. Donc Exactement. alors, Et encore, oui. allez, vas-y, Oui, monsieur. Il y a monsieur Poutine qui veut parler. Allez-y, monsieur Poutine. Nous, la Russie, on a aidé les Palestiniens à se défendre. Vous, les Occidentaux, les Européens, vous leur donnez rien pour se défendre. Vous leur donnez à manger et à boire. Et taisez-vous. Mais nous, la Russie, on aide la Palestine. Le Hamas dont vous parlez est avec l'Iran. Et l'Iran est avec nous. Il ne faut pas oublier ça. Très bien, merci. Il a dit que la Russie aide la Palestine, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il a dit, oui. Comment dire, la Russie fait le minimum syndical. Attends. Il va te répondre et si jamais tu as des arguments derrière, tu lui répondras. Allez-y, monsieur Cohen. Oui. Non, tous les pays jusqu'à présent qui ont aidé les Palestiniens, tous ceux qui ont aidé les Palestiniens, que ce soit le Hezbollah, je respecte beaucoup le Hezbollah, hein, je ne lui en veux pas voilà, parce qu'il sait ce qu'il doit faire, etc. L'Iran, mais je parle des pays quand même qui s'engagent, enfin, qui paraissent engagés dans l'aide, mais ça reste une aide. La Russie, qu'est-ce qu'elle fait pour la Palestine? Rien, zéro. Ça veut dire, elle dit oui, il faut une solution à 2 États, c'est pas bien, etc. Mais ça reste déclaratif. Voilà, moi je veux bien. Quel pays a cherché à briser le blocus de Gaza, par exemple? Franchement, les seuls qui font quelque chose pour soutenir, pour harceler Israël, ce sont les Houthis et le Hezbollah. Voilà. En dehors de ces deux organisations, qui ne sont pas étatiques d'ailleurs, en dehors de ces deux, je ne vois pas qui d'autre aide vraiment les Palestiniens. L'Iran le fait par l'intermédiaire du Hezbollah et probablement un peu par l'intermédiaire des Houthis, d'accord. Mais franchement, en dehors des déclarations, la Palestine, elle est totalement ignorée par tous les États. Tous les États organisés, quand je dis les États, c'est un État. Le Hezbollah, pour moi, n'est pas un État, ni les Houthis, c'est pas un État. Voilà. Donc, il y a de belles déclarations, mais enfin, ils sont gênés aux entournures. Moi, j'aimerais pas être à la place du général Al-Sisi, par exemple. Je veux dire, quand on a à ses frontières un peuple qui se fait massacrer de cette façon et qui n'est même pas capable, qui n'a pas le courage, je ne sais pas en tout cas, qui n'arrive même pas à envoyer un camion sans avoir le feu vert du partenaire sioniste, c'est dramatique. Voilà. Donc, je ne vois aucune aide. Et je regrette la Russie, concrètement,
que je sache, moi en tout cas, elle n'a pas livré des armes aux Palestiniens, elle n'a pas livré 100 millions de dollars aux Palestiniens. Ben, voilà, elle n'a rien fait. C'est pas, moi, j'ai de la sympathie pour Poutine, etc. Mais il faut reconnaître que dans cette affaire, je veux dire, il n'est pas facile pour un État de s'opposer frontalement. C'est ça la leçon qu'on doit tirer de cette affaire, c'est qu'il n'est pas facile de s'opposer frontalement à Israël. Voilà. Alors, Poutine, si tu veux rebondir, et après je vais donner la parole à deux autres intervenants qui sont arrivés. D'accord. Moi, je vais vous dire, premièrement, la Russie aide l'Iran pour les armes. Et les armes sont données au Hamas. Le Hamas n'a pas les armes américaines, ou les armes européennes, ou les armes occidentaux. Premièrement. Deuxièmement, on a montré votre double jeu, votre vrai visage. Quand c'est les Ukrainiens, vous leur donnez des centaines de milliards d'euros. Quand c'est les Palestiniens, on voit votre vrai visage. On a ouvert les yeux du monde entier de votre visage, le vrai. Vous, les Occidentaux, pas vous personnellement, mais vous me comprenez, tout simplement. Et troisièmement, on a des relations. Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reprendre parce que qui est notre partenaire, qui n'est pas le partenaire des États-Unis. Parce que l'Israël, c'est avec les États-Unis. Et nous, on est avec les Palestiniens, on n'est pas avec Israël. Ça, quatrièmement, on veut la paix, tout simplement. Mais on veut mettre fin à cette pensée coloniale, partout dans le monde entier. Ici, comme en Afrique, on veut mettre fin à cette pensée coloniale de colonisation. On va mettre fin à ça, nous, la Russie, la fédération de la Russie. Merci. Merci, monsieur Poutine. Ok, Alors, bon. Non, je n'ai pas de commentaire à faire. Je passe. Très bien. Alors, il y avait une question intéressante avant de donner la parole à Gilles qui nous a rejoint, qui nous parle, je crois, de la Martinique ou de la Guadeloupe. Et on a aussi Yacine qui est avec nous sur YouTube. Je vous donne 2 petites minutes avant de vous donner la parole. Il y avait une question intéressante là, Monsieur Cohen. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi votée cette semaine à la Knesset. 5 ans de prison ferme pour délit de sympathie au Hamas ou discours alternatif à la version officielle du 7 octobre. Oui, j'ai d'ailleurs posté sur Telegram cette information. En fait, il y a une loi, d'ailleurs je l'ai comparée, j'ai dit c'est un peu l'équivalent du 11 septembre américain, ça veut dire il y a une loi qui est passée déjà à la première lecture, donc elle sera probablement votée, qui condamnerait toute prise de position qui ne serait pas conforme, enfin j'interprète la loi parce que je n'ai pas les termes exacts, mais qui ne respecterait pas la version officielle du 7 octobre. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui dirait que des soldats israéliens ont tué des civils, enfin, ou détruit des bâtiments, etc., serait poursuivi. Donc, il y aura une loi pour imposer une version officielle qui éliminerait toute responsabilité israélienne. Voilà. Bon, c'est une tentative de museler toute critique ou toute politique, toute conception alternative, toute interprétation alternative à ce qui s'est passé le 7 octobre. Voilà. Donc, on veut garder le narratif, voilà, le Hamas a tué, etc. Alors, non, Poutine, s'il te plaît, merci. Je vais donner la parole à Gilles. Oui, bonsoir. Bonsoir, Gilles. Vous m'entendez? Oui, un petit peu de loin. Essaye de parler un peu plus fort. Un peu de... D'accord, ok. Eh bien, moi, j'appelle depuis la Guadeloupe. C'est pas la Martinique, c'est la Guadeloupe. C'est un peu pareil. Monsieur Cohen, toujours pareil. Une large audience partout dans le monde. On écoute avec attention. Alors, Monsieur Cohen, je vais être clair et précis concernant ma question. On a vu bien souvent dans des conflits asymétriques
le rapport du plus fort au plus fort. Sur un plan militaire, c'est perdu. Mais par contre, peut-on parler pour le Hamas et tous les mouvements de libération pour la Palestine de victoire politique? Parce que quelque part, ils remettent la cause palestinienne sur le devant de la scène en oblitérant, en effaçant pratiquement l'Ukraine, qui pour certains, les jeux sont faits. Je voulais avoir votre sentiment sur cette question de victoire politique, même si le coût humain est extrêmement lourd. Quelle est votre opinion, M. Cohen? Je crois que si j'ai bien compris la question, Wari, c'est est-ce que cette opération a réussi à mettre la question palestinienne au devant de la scène, c'est ça? Gilles, tu confirmes? Parce que j'ai pas c'était très faible. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de victoire politique, politiquement parlant, pour le Hamas? C'est un peu ça le sens de la question. Ok, politiquement parlant, le Hamas arrive, enfin politiquement parlant, et je vais être un peu cynique, hein, il a réussi un très joli coup, mais à mon avis, enfin, c'est l'opinion que j'ai maintenant, hein. Après, à la limite, c'est l'opinion, l'intuition que j'ai maintenant, c'est que, vous savez, dans les relations internationales, malheureusement, les peuples ont la mémoire courte. Ce qu'on vit aujourd'hui, enfin, je pense, si un jour cette guerre va s'arrêter dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, ben, on va passer à autre chose. Et malheureusement, on oubliera, comment dire, on oubliera l'élan de sympathie qui a été suscité par l'opération du Hamas et surtout par le drame que vivent les Gazaouis. Voilà. Et donc, la leçon que moi je tire de ça, c'est que malheureusement, nous sommes dans les relations internationales, on a affaire à des États et les États, ils ne s'embarrassent pas de considérations humanitaires, juridiques, politiques. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment le monde est quasiment tétanisé par ce qui se passe à Gaza. Tétanisé dans le sens où on n'ose pas faire quoi que ce soit. Voilà. Parce que Israël reste un acteur majeur dans la région et dans les relations internationales. Bien sûr, il y a le soutien américain, il y a le soutien de l'Europe, il y a le soutien de l'Inde, il y a le soutien de grands pays quand même. Mais, et donc, c'est la victoire, entre guillemets, politique du Hamas, comment dire, ne durera pas longtemps. Voilà. D'autant plus que même si Israël apparemment n'atteindra pas tous ses objectifs militaires, même si le Hamas gardera une certaine présence à Gaza, mais comment dire, ce qui faisait la force du Hamas, ça veut dire un territoire de 2,5 millions de personnes organisées, etc., des institutions, des écoles, des hôpitaux, des services publics, des universités. Et tout ça a été détruit, sciemment détruit. Et donc, et ne sera pas remplacé de sitôt. Voilà. Je ne crois pas, vous savez, les États ne vont pas se précipiter pour verser des milliards de dollars pour faire renaître Gaza de ses cendres. Voilà. Donc, il ne faut pas rêver. Voilà. Et donc, malheureusement, moi, je suis plutôt pessimiste sur ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an. Voilà. Malheureusement, voilà. Je le dis à regret, c'est mon sentiment.
j'espère me tromper, comme on dit, mais je donne mon sentiment actuel. Voilà. Alors, il y a Être Vivant qui voulait réagir, mais je vais donner la parole d'abord à Yacine qui est avec nous sur YouTube. Bonsoir, vous m'entendez ou pas? Oui, bonsoir, on vous entend très bien. Bonsoir, Attitude, bonsoir, monsieur. Monsieur Cohen, voilà, Oui. monsieur Jacob Cohen, que j'apprécie énormément. C'est pas la première fois que j'interviens chez vous. Bon, tout d'abord, j'aimerais dire, moi, je comprends pas une chose, c'est que monsieur Jacob Cohen, naturellement, fait partie du camp opposé. Il est là à défendre justement, hein, lui, en tant que juif maghrébin, hein, le peuple martyr palestinien. Et je comprends pas qu'il y a des personnes qui se présentent musulmans ou arabes ou maghrébines, qui essaient de tacler, de lui mettre des bâtons dans les roues, voilà, alors que la situation est grave. Et je rejoins Monsieur Cohen. Moi, je suis très pessimiste pour la suite, sincèrement, très très pessimiste. Voilà. Donc, je pense que ça va très très mal se terminer. Voilà. Secondo, j'aimerais dire surtout que la lâcheté des pays arabes et musulmans, ils sont autant coupables, pour moi, hein, autant coupables que le pseudo-État sioniste, parce qu'ils ont collaboré, hein, ils collaborent actuellement, ce sont des lâches. Là, j'ai vu une info qui est officielle, hein, c'est que le président égyptien Al-Sisi, le traître, le sale traître, hein, parce qu'il est aussi coupable, lui, que l'entité sioniste, hein, au niveau du point de passage Rafah. Il a laissé aussi le pauvre peuple palestinien de Gaza être affamé, mal soigné, être détruit. Donc il est aussi complice. Hein, comme on dit nous à Marseille, c'est de la race maudite. Tous les pays, pratiquement tous les pays arabes, pour moi, sont des lâches, sont des traîtres. Pour moi, je les mets dans le même sac, dans le même panier que l'entité sioniste. Ce sont mais il m'écoeure, il me dégoûte. Hein. Donc l'info, je vais vous la dire. Monsieur Cohen, vous en pensez quoi? Un responsable égyptien confirme la vente de la ville égyptienne de Ras al-Harma, située sur la côte nord-ouest de l'Égypte, à des investisseurs émiratis pour 22 milliards de dollars. Cette vente a déclenché un véritable tollé au sein de la population égyptienne. Voilà, Monsieur Cohen, je vous remercie. Voilà. Attendez, la vente pour Non, c'est servir une ville. Non, c'est une ville qui a été construite. C'est une ville en fait qui a été nouvellement construite. C'était une ville qui était destinée à à devenir une ville économique. Et voilà, elle a été vendue pour 22 milliards de dollars aux Émiratis, le bras droit d'Israël. Voilà, comme l'Égypte, elle est aussi, hein, bien sûr. Okay. Donc voilà. Bah, il ne faut pas se faire. Enfin, de toute façon, depuis les années 80, on ne peut plus se faire d'illusions sur les États arabes en général, hein, et le régime égyptien en particulier. Il ne faut pas oublier que le régime égyptien, il avait signé une paix séparée en 1980, 79-80, avec Israël. Et rappelons, à l'époque, il a été exclu, l'Égypte a été exclue de la Ligue arabe pendant pas mal d'années. Exact. La Ligue arabe avait quand même un peu de pudeur à l'époque et n'admettait pas cette trahison qui à l'époque était considérée comme une trahison. Aujourd'hui, l'Égypte, quel que soit, je ne sais pas, mais en tout cas, vous savez, ces pays-là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment l'Europe est prise dans les RETS américains. Mais regardez les pays arabes, comment ils sont pris. L'Égypte ne survit que grâce au prêt, à la coopération avec l'Arabie Saoudite. Aux donations américaines. Le FMI, l'Amérique. Et donc, cette classe politique égyptienne, cet État profond égyptien, son intérêt, c'est de subsister, de garder ses privilèges. Et donc, le reste, c'est juste, enfin, comment dire, ce sont des mots, c'est de la décoration.
encore une fois, je reviens à ma marotte, c'est-à-dire dans les relations internationales, il y a les États et les peuples. Voilà. Les États ont leur priorité, ont leur agenda, et les peuples, c'est autre chose. Les peuples, ils pensent avec le cœur, avec la passion, avec l'humanisme. Alors qu'un État, l'État égyptien, ben, il est comme les autres États, il cherche ses intérêts, et donc il sait que son intérêt n'est pas de contrecarrer l'hégémonie sioniste, et bien donc il ne le fait pas. Voilà, il collabore avec Israël, et puis je pense que ça dure depuis, de toutes les façons, le régime égyptien collabore, et ne serait-ce qu'on le voit sur Gaza. Regardez toutes les misères du monde, même avant le 7 octobre. Mais le régime égyptien faisait des misères aux Gazaouis. Un Gazaoui, pour entrer en Égypte, mais c'était la croix et la bannière. Enfin, c'était comme un pestiféré qui rentrait en Égypte. Il y avait, l'Égypte avait inondé les tunnels qui servaient à la contrebande des Gazaouis, des contrebandes, pas des armes, des contrebandes de la nourriture. Ils faisaient rentrer des moutons, ils faisaient rentrer de la bouffe. Eh bien, l'Égypte avait inondé ces tunnels. L'Égypte a mené la vie dure aux Gazaouis pendant ces 20-30 dernières années. Donc, voilà, il faut pas rêver. Ce sont des États qui ont leur logique de collaboration dans leur propre intérêt. Voilà. Donc, oui, une logique de chacal, si vous me permettez, M. Cohen, une logique de chacal. Mais l'Égypte est un pays perfusé. Mais comment dire, que pensez-vous des pays lâches, traîtres, comme la Jordanie, l'Arabie Saoudite, les Émirats, enfin voilà, tout ce qui est autour de la Palestine occupée, qui ont actuellement, ils ont ouvert une route terrestre pour contourner la mer Rouge pour alimenter Israël. C'est officiel, hein, c'est une info officielle. Oui. Non, écoutez, il y a quelqu'un qui avait posté une vidéo, d'ailleurs vous la trouverez sur Telegram il y a quelques jours. D'accord. Que j'avais faite au Liban il y a 3-4 ans. Et j'avais expliqué, d'ailleurs elle est intitulée Pourquoi les pays arabes ont la trouille d'Israël, quelque chose comme ça. Voilà. Mais vous savez, pourquoi on a détruit l'Irak, la Libye, la tentative contre la Syrie? C'est un message adressé à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis. On leur dit voilà, vous avez le choix, ou vous obéissez, ou bien on a les moyens de vous détruire. Et c'est pas, vous savez, c'est pas qui c'est qui va vous protéger? C'est pas le droit international, etc. On n'en a rien à fiche. On peut le faire, voilà. Et donc, que voulez-vous que c'est? La Jordanie, c'est un fétu de paille. Voilà. La Jordanie, elle le sait. Le roi de Jordanie, à la limite, je veux dire, j'ai un peu, c'est pas pitié, mais c'est un régime oui, c'est un fétu de paille qui peut être emporté. De mendiant, c'est un régime de mendiant, parce que c'est un régime qui est perfusé, on le sait. Israël avait souvent dit à la monarchie hachémite, écoutez, si vous faites les malins, on poussera les Palestiniens qui sont chez vous à vous renverser et à installer un régime palestinien. Donc, ce sont des pays qui n'ont aucun moyen de résister à la limite. Même si s'ils voulaient résister, ils n'ont aucune force militaire, etc. Ils ont une force économique, mais c'est une force économique qui peut être emportée facilement. Ouais, surtout qu'ils n'ont pas le sens de la résistance dans leur culture. Voilà. Moi, en tant qu'Algérien, je peux vous assurer que si l'Algérie aurait été frontalière de Gaza, je peux vous assurer, même si l'armée algérienne n'intervient pas, même si le gouvernement algérien n'intervient pas, je peux vous assurer, Monsieur Cohen, que le peuple algérien serait rentré à Gaza. Ça, alors là, je peux vous l'assurer à 100 000%. Croyez-moi. Je vous parle en tant qu'Algérien, hein, croyez-moi. Moi, je veux bien. Bon, on passe à la question suivante. Je vous remercie, M. Cohen, merci Altitude, et bonne soirée à vous. Merci. Merci à toi, Yacine. Bonne soirée. Alors, il y avait Être Vivant sur TikTok qui voulait rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. Être Vivant. Merci. Gratitude à toi de me redonner la parole. Déjà, je voudrais bien mettre
trois séparations pour éviter les amalgames dans ce que je vais dire. On a une partie, dans tous les pays, je parle pour tous les pays du monde, on a une petite partie, c'est l'humanité sans problème, où est-ce que on ne cherche pas à tuer, à violer ou à prendre aux autres sans raison. Ensuite, il y a des collabos de ces fous. Voilà, des collabos de ces fous. Des fous et des collabos qui, dans tous les pays, alors on peut parler du nord de l'Afrique, on peut parler en Europe, on peut parler aux États-Unis, partout. Tant que cette petite humanité, l'humanité qu'il y a, cette partie d'humanité, ne prendra pas, on va dire, la conscience de stopper ces fous et ces collabos, on s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais. Parce que, j'écoute bien M. Cohen, hein. Je vais vous rassurer, M. Cohen, je ne suis pas un anti-juif. Mon meilleur ami est juif et il s'appelle Cohen en plus. Cependant, je suis très, très, très amoureux de l'histoire de 39-45. Très, très amoureux. Et je regarde tout ce qui s'est passé, tout documentaire. Savoir où sont passés les juifs riches, où sont passés les nazis juifs, où sont passés tous ces gens. Et bien, bizarrement, quand on regarde maintenant, eh bien, regardez les têtes des États, les têtes des gouvernements. Biden, Macron, Merkel, etc., etc. Bizarrement, il y a des connotations, pour certains, il y a des connotations nazies. Et j'ai l'impression, et je pense que beaucoup le ressentent, dans notre vie maintenant, eh bien, nous sommes en train de regarder ces fous, avec leurs collabos, continuer leur processus de destruction de l'humanité. Et ça, je rêve de tout mon cœur, M. Cohen. Tous ces Israélites qui sont dans le monde des fous, avec leurs collabos, une bonne fois pour toutes, qu'on les stoppe. Alors quand je dis qu'on les stoppe, c'est qu'on on les dépouille de leur richesse, de leur structure, de leur logistique, qui leur permettent, à l'heure où on est en train de parler sur un live, ils se permettent quoi? De légitimer la pédocriminalité, de légitimer des guerres, de légitimer, on va dire, de reprendre les terres des gens qui ont mis des siècles à acquérir, à avoir, pour cultiver, pour faire grandir leurs enfants. Tant que l'humanité, voilà, M. Cohen, et c'est ça qui vous fait peur dans ce monde de fous. Vous avez peur que l'humanité, la vraie humanité, vous stoppe, vous, ces nazis, et tous ces fous qui ne sont ni juifs ni nazis, tous ces fous qui collaborent avec vous. Alors moi je dis, il y en a marre. Il y en a marre parce que ce monde n'a plus besoin de vous, n'a pas eu besoin de vous, et on en a marre de vos guerres. Que ce soit financier, que ce soit matériel, on en a marre de votre victimisation et de vos conneries qui maintenant, je vous le dis, moi je viens de la ville de Meaux, je suis né à Meaux dans le 77. Le maire s'appelle Jean-François Copé. Essaye de conclure, s'il te plaît. Et bien, je conclurai là-dessus. Jean-François Copé, ça fait plus de 2 décennies qu'il est maire. Et il est juif. J'ai fini. Merci à toi pour ton intervention. Je vais donner la parole à Patchouli et je crois qu'on conclura derrière, M. Cohen. Ok. Bonsoir, messieurs, dames. Merci de me donner la parole. Merci, Attitude. Bonsoir, messieurs, mesdames. Bonsoir, monsieur Cohen. J'aurais voulu vous poser 2 questions, s'il vous plaît. Oui. Je suis d'origine marocaine. Je suis franco-marocaine.
depuis, je dirais, la Nakba de la naturalisation avec Israël, je trouve que le Maroc est en train de faire une chute libre. On est de plus en plus pauvres. Et ce que je vois en ce moment en Palestine, j'ai peur que ça nous arrive. Rassurez-moi, s'il vous plaît, parce que c'est très grave ce qui se passe au Maroc dans les coulisses. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Cohen? Alors, moi, je ne suis pas. On Pardon? vivait très bien avec les Juifs, avec les chrétiens, on vit très bien avec tout le monde. Mais depuis cette Nakba avec Israël, je trouve que le Maroc est vraiment en danger. Alors, il va vous répondre, Monsieur Cohen. Merci. Merci à vous. Bon, moi, j'avais mis en garde comment dire, à la limite, vous savez, je conçois tout à fait l'Égypte, par exemple. Elle a signé la paix avec Israël il y a 40 ans. Bon. Mais c'est une paix froide, glaciale. C'est-à-dire, elle fait ce qu'elle a à faire et puis c'est tout. Voilà. Donc, elle en tire des avantages. Elle a récupéré le Sinaï. Elle a récupéré, elle tente, elle a des relations diplomatiques, commerciales, etc. Le Maroc, à ma grande, comment dire, à mon désespoir, enfin je ne sais pas, à ma grande incompréhension, pas le Maroc, le régime chérifien, comment dire, il s'est aventuré dans une politique d'alliance, de collaboration avec le régime sioniste qui dépasse l'entendement. Alors, moi, personnellement, je ne connais pas, vous me dites que la situation, que le Maroc a beaucoup perdu, je ne suis pas au courant de ça. Voilà, vous dire la vérité, je n'ai pas, je n'ai pas lu d'article là-dessus, je ne connais pas la situation économique actuelle, je ne sais pas si elle est pire aujourd'hui qu'il y a 2 ans. En toute sincérité, en toute honnêteté, je reconnais que je n'ai pas vraiment, je n'ai pas l'information, voilà. Donc je ne peux pas me prononcer. Par contre, ce que je peux dire, c'est que il peut, comment dire, cette alliance avec Israël peut avoir, je l'ai déjà dit dans diverses vidéos, peut avoir des conséquences gravissimes. C'est-à-dire dans la mesure où, au lieu de chercher à détendre les relations entre les pays maghrébins, elle a tendance à à ajouter beaucoup de méfiance, beaucoup de tension et possiblement à une confrontation militaire. Moi, c'est ma crainte. Parce qu'on a affaire à un régime sioniste qui a montré, vous savez, le régime sioniste, même vis-à-vis des Américains, l'Amérique les nourrit, leur donne des milliards chaque année, ils font tout et les protègent sur le plan diplomatique ou à l'ONU, etc. Et l'ingratitude des sionistes vis-à-vis des Américains, elle est incroyable. L'ingratitude. Je veux dire, ils les espionnent, ils les assassinent, ils font des attentats, ils les mettent dans des situations. Regardez aujourd'hui, par exemple, l'Amérique cherche désespérément comment ne pas être entraîné dans un conflit. Eh bien, les Israéliens leur disent, on n'en a rien à foutre de vos intérêts, on va vous mettre dans la mouise. Et donc, si Israël se permet d'être comme ça avec l'Amérique, imaginez le cynisme et le machiavélisme que pourrait montrer le régime sioniste vis-à-vis du Maroc, un pays arabe qu'il méprise, voilà, profondément. Et donc, c'est ça qui me fait un peu peur, c'est-à-dire cette alliance avec le diable. Voilà. Après, le reste, moi, franchement, je regrette de ne pas avoir d'informations sur les plans politiques, etc. Je ne peux pas répondre
sur cet aspect-là, malheureusement, voilà. Alors, je crois que madame avait une deuxième question. Oui. Merci infiniment, Monsieur Cohen. Enfin, excusez-moi, je me suis trompée de tout à l'heure, j'ai parlé de naturalisation, alors que c'est la normalisation. En fait, depuis qu'on a fait la normalisation avec, enfin, qu'on a fait, le peuple n'a rien demandé, en fait. Les Israéliens ont pris plusieurs terrains du Maroc, surtout dans le sud, et Oui. ils ont pris toutes les semences des paysans marocains. Vous savez que, par exemple, l'avocat demande beaucoup d'eau, donc ils ont pris des terrains à prix vraiment, c'est donné. Ensuite, ils vendent des produits aux paysans européens. Et j'ai entendu, moi, ce qui m'a choqué vraiment, c'est que j'ai entendu Zemmour dire aux paysans que c'est à cause des paysans marocains que la... Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Essayez de conclure, merci. C'est à cause des paysans marocains que les paysans français s'appauvrissent. Donc, nous, on n'y est pour rien. Ils achètent, ils utilisent l'eau et les terrains des Marocains. Ils ont toutes les semences des paysans marocains. Et en plus, ils viennent en France pour dire que c'est à cause des paysans marocains que vous avez des problèmes. C'est Oui. trop. C'est trop. Alors, il va vous répondre et on va conclure derrière l'émission. Donc, merci à vous. Ce que vous dites sur la pénétration du sionisme, justement, d'ailleurs, j'ai écrit un roman qui s'appelle Même base sur Tinrir, où je décris certaines manières des sionistes d'accaparer et d'influencer, d'accaparer les terres dans ce terrain et de préparer même éventuellement une séparation de cette province du territoire marocain. Et c'est ça, en fait, c'est vrai, c'est ça le danger. Et le régime marocain, il ne peut rien faire contre la mainmise sioniste. Il s'est donné, il est livré pieds et poings liés aux sionistes. C'est ça le drame. Il n'a pas signé juste une normalisation diplomatique à la rigueur qu'on aurait pu accepter à cause du Sahara, etc. Mais il a ouvert les portes. Et quand on connaît le cynisme et le machiavélisme des sionistes, c'est faire preuve d'une immaturité et d'une inconscience incroyable. Malheureusement, mais c'est vrai, c'est ainsi, c'est déplorable, voilà. Bon, très bien, merci Monsieur Cohen. On a dépassé le cadre normal ce soir. On est à 1h20 quasiment d'émission, donc encore une fois merci. Très bien. Alors, excellente soirée. Et puis à jeudi prochain, bon week-end. Voilà, à la semaine prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée, bonsoir, au revoir à tous. Voilà les amis, donc je vais clôturer sur les plateformes TikTok. Je reste ouvert pour l'instant, donc patientez encore quelques minutes. Peut-être que je vous redonnerai après, on pourra échanger de nouveau. Donc les amis, je voudrais dire un mot avant que vous partiez tous, s'il vous plaît, concernant la grande marche contre la pédocriminalité qui a commencé le 1er février. C'est Farid DMS Deba donc, qui est à l'origine de cette grande marche et qui fait donc une marche de 1500 km en direction de Bruxelles. Et il a commencé donc le 1er février, il y a une semaine, depuis le sud de la France. Et il a fait plusieurs étapes, donc des étapes quotidiennes d'environ 30 à 40 km. Il s'est arrêté aujourd'hui à Montpellier où malheureusement pas énormément de monde au rendez-vous. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est donc important, c'est pour les enfants, la grande marche contre la pédocriminalité. Farid DMS Deba, vous pouvez le retrouver, il est en direct tous les jours sur TikTok et moi je le diffuse quand je peux, quand je suis disponible.
sur mes plateformes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube et Altitude, pardon. Et vous pourrez donc voir la grande marche de Farid TMS de bas. Voilà, autre chose, concernant le lien On participe sur la description. Donc, c'est pour aider nos frères palestiniens en Palestine avec Nabila Kilani qui est sur le terrain. Je vous remontre une courte vidéo où on la voit sur le terrain. Salam alaikum, on est mardi le 17 octobre 2023. C'est le 11e jour d'offensive israélienne contre la bande de Gaza. Hier, on a trouvé une école chrétienne qui a ouvert ses portes pour les réfugiés palestiniens, les familles déplacées. Alors, on a décidé de leur fournir de l'eau et aussi de pain. Et on est devant le boulanger qui va nous aider et qui nous a préparé les portes. Voilà les amis, donc c'est une vidéo qui date du mois d'octobre, donc qui n'est pas récente, mais malheureusement la situation elle ne s'est pas améliorée pour nos frères gazaouis et palestiniens. Donc voilà, vous avez Nabila Kilani qui est sur le terrain et ce lien qui est en description, c'est vraiment pour lui apporter un soutien financier pour des besoins, que ce soit médicamentaux, le pain comme elle disait là, les médicaments, donc les vêtements aussi. Voilà, aujourd'hui ils vivent une situation catastrophique et voilà, nous on peut apporter notre soutien comme ça. Donc n'hésitez pas, je salue et je remercie bien sûr les 2 donateurs qui ont participé. Il y en a un qui avait participé sur PayPal. Il faut savoir que j'avais mis un PayPal, le PayPal a sauté au bout de 4 jours. Hein, ils m'ont signalé, il a été signalé et du coup on me l'a bloqué. Et j'ai remis donc un lien, on participe avec un nouveau donateur, donc je les salue tous les 2. Et bien sûr, ça ira directement pour Nabila. Voilà les amis, je vais vous laisser sur les plateformes YouTube, Facebook, Twitter, tout ça. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec jeudi prochain avec la chronique. Hein, et si d'autres intervenants, vous serez informés. Voilà, excellente soirée à vous. Salam alaikum à tous. On termine avec le clip habituel du moment. Bon week-end. Eh ben chérie, écoute ça. Franchement, je pense que là, il y a un potentiel à tube. C'est vrai qu'elle est bien l'instru. Faudrait juste que t'écrives un truc un peu plus consensuel. Et que pour une fois, tu fasses pas trop long. Bonne idée ma chérie, je vais essayer. Si le César de Polanski te choque, t'es antisémite. Et si tu sais ce que fait BlackRock, t'es antisémite. Tu critiques le pouvoir des banques, t'es antisémite. Tu penses que les médias nous mentent, t'es antisémite. Si t'es pas fan de BHL, antisémite. Tu boycottes Israël, antisémite. Si toi aussi tu comprends rien à ce que raconte Meyer Habib, si t'aimerais bien qu'on déploie des casques bleus en Palestine. Ici et antisémite. 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 Antisémite, carrément antisémite. Antisémite. Si t'es patriote en Europe, t'es antisémite. Si t'en as marre de leur guerre froide, t'es antisémite. Tu veux la justice pour Gaza, t'es antisémite. T'as des questions sur la Shoah, t'es antisémite. Tu sais qui gérait l'esclavage, t'es antisémite. Si quand tu vois Patrick Cohen, tu dis les chambres à gaz quand même dommage. Il n'est pas seulement antisémite, il est négationniste. Quenelle dans le fion du système, t'es antisémite. Et si t'espères qu'un jour on libérera Jérusalem, antisémite. T'es gilet jaune, t'es antisémite. L'impunité de Jack Lang, le pédo t'étonne, t'es antisémite. 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 Jamais antisémite. Antisémite. Tu lis Gershom Scholem, t'es antisémite. T'aimes pas Woody Allen, t'es antisémite. Tu doutes d'Elie Wiesel, t'es antisémite. Tu parles de l'affaire Bruel, t'es antisémite. Si tu connais l'identité du dénommé Jean-Luc Brunel, Dieudo te fait marrer, t'es antisémite. Tu kiffes pas le marais, t'es antisémite. Tu vas à la mosquée, t'es antisémite. T'es catholique, t'es forcément antisémite. Tu lis Céline, t'es un antisémite. Si tu supportes plus Elisabeth Lévy et sa voix d'alcoolique, antisémite. Je vous ai juste demandé, quand on dit il n'y a pas trop assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision, il faut me dire il y a trop de quoi.
Mais moi je te le dirais bien de quoi il y a trop, mais c'est illégal alors je vais m'abstenir. Antisémite. Une allusion à Israël en mentionnant le 11 septembre. Si t'as le culot de penser que la France devrait pas être avant, dis qu'un juif est juif, t'es antisémite. T'es surpris de voir le président prosterné au dîner du CRIF. Tu traînes un sioniste, t'es antisémite. Si toi aussi tu trouves le Talmud légèrement raciste, Ouvertement antisémite. Violemment antisémite. 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 si tu parles de Rita Katz, t'es antisémite. Et si tu aimes les ananas, t'es antisémite. Si tu prononces Jeffrey Epstein, t'es antisémite. Tu te souviens de Lloyd Blankfein, t'es antisémite. Si tu dis que les Palestiniens sont aussi des humains, si tu penses que l'abbé Pierre était vraiment quelqu'un de bien, antisémite. 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 T'as de l'admiration pour le courage de Garaudy. 40 ans d'Atali, tu penses que ça suffit. Tu te demandes si le phosphore blanc c'est pas une arme chimique. T'aimerais parler du zyklon de façon scientifique. Si toi aussi la nausée te saisit en une milliseconde à la mention de l'armée qu'ils disent la plus morale du monde, tu parles des Rothschild, t'es antisémite. T'as pas trop le choix, c'est pas toi qui décide. Car si tu dis la vérité, il crie déjà au génocide. Tu pourrais sans doute te défendre si un juif t'attaquait. Et devenir leur esclave fait pas partie de tes projets. Ben t'es un antisémite. Bienvenue au club. Et t'as vu ma chérie? Mission accomplie.